Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour la suite de cette European Lab. Alors aujourd'hui et à 15h jusqu'à 16h30, Air, Post-Vérité et Médias en Résistance. L'idée, c'est, comme sur les autres conférences, d'avoir cette conversation avec les quatre intervenants. Bon, jusqu'à, on va dire, 16h15, je vous expose tout de suite les règles du jeu, puis avoir 10 minutes, un quart d'heure d'échange avec vous, public, cher public. Voilà, si vous ne mourrez pas de chaud avant. Alors, Air de Post-Vérité, pour introduire cette question, moi déjà d'où je parle, donc je suis journaliste, je travaille pour Rue 89 Lyon, et autant vous dire qu'on a un peu la gueule de bois en ce moment. Et on l'a depuis à peu près un an, depuis le Brexit. C'est la rédactrice en chef du Guardian qui, à un moment donné, a employé ce terme de post-vérité. Ça a continué derrière avec les élections américaines et donc l'élection de Donald Trump, où ce terme-là a même été consacré par ce prestigieux dictionnaire qui s'appelle Oxford Dictionary, comme terme de l'année. Pourquoi? Parce que on a mis en avant l'avalanche, la multiplication de ce qu'on a appelé les fake news, autrement appelé fausses informations en bon français, ou ce qu'on appelait peut-être avant aussi les intox, les hoax. Et ce sous-entendu, c'est que ces fausses informations et leur multiplication ont eu des effets sur le résultat du vote. Puisque les éditorialistes, les journalistes divers et variés démontraient dans un cas que le ton du livre racontait tout et n'importe quoi, et dans un autre que les partisans de Donald Trump, pareil, racontaient tout et n'importe quoi. Et pour autant, donc on connaît le résultat. Et l'idée de cette conférence, justement, c'est de pouvoir à la fois autant interroger cette notion de post-vérité, cette ère de post-vérité dans laquelle on serait projeté, et puis surtout de voir, puisque nous, enfin moi surtout en tant que journaliste, et puis les autres c'est pareil, les autres intervenants je vais présenter tout de suite, il faut qu'on mette les mains dans le cambouis et trouver des solutions. Trouver ces solutions, elles passent évidemment par les médias, mais pas seulement. L'idée, c'est justement, dans un premier temps, je pense, d'interroger cette notion de post-vérité, cette ère de post-vérité, ce que ça veut dire aussi sur la vérité, parce que ce concept de vérité, que peuvent faire les journalistes. Enfin, on se demandera aussi, il y a les journalistes, c'est bien beau, et les producteurs d'information, mais vous savez très bien que dans ce concept de post-vérité, il y a aussi l'influence et la diffusion de l'information qui est primordiale, et notamment via les réseaux sociaux et on va dire les plateformes, les grandes plateformes Internet, donc on parlera surtout de Google et Facebook. Et enfin, se poser la question de la réception du message, et de l'importance, nous semble-t-il, parce qu'on en a discuté un peu aussi avant, de l'éducation aux médias. Alors, sans plus tarder, parce que j'ai dû être encore un peu long, les intervenants. Alors, il a la traduction, il nous vient de l'autre côté des Alpes, il s'appelle Nicola Bruno, journaliste italien, mais aussi formateur, fondateur d'un site de fact-checking, donc de vérification des faits à l'ère des réseaux sociaux, on va dire, pour définir vite fait ce que c'est que le fact-checking, factchecker.italie.it. À ma droite, Stéphanie Louise, voilà, Grag. Alors toi, tu es entrepreneuse, fondatrice d'Africa for Tech, qui œuvre aussi dans la formation, tu pourras en dire quelques mots aussi, chercheuse à la chaire Humanisme et Numérique de Sorbonne Université, c'est ça. À sa droite, Aurélien Barrault. Alors lui, il nous vient des Alpes, mais du bon côté de la frontière, si je puis dire. Astrophysicien à l'université fusionnée de Grenoble, ex-Joseph Fourier, Grenoble Université Alpes. Et blogueur, il a notamment publié un article, un post remarqué sur le concept de post-vérité, c'est pour ça qu'il est là. Et enfin, à sa droite toujours, Divina Fromet, qui est professeure à l'université Sorbonne Nouvelle donc de Paris, et ancienne directrice du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, autrement appelé le CLEMI, donc qui dépend du ministère de l'Éducation nationale.
Et voilà. Donc les règles du jeu ont été données. Il nous reste à peu près une heure pour parler, pour converser entre nous. 4 thèmes je dirais, à aborder, à passer. Moi, la première question, donc, pour essayer de définir un petit peu les termes du débat, c'est cette notion de post-vérité. Notion de post-vérité qui forcément interroge ce que c'est que déjà cette ère. Est-ce qu'on serait rentré dans une ère nouvelle où avant, évidemment, tout était limpide, on nageait en plein bonheur, tout le monde disait la vérité, les journalistes, les politiques, et évidemment, tout se passait bien avant l'arrivée du grand méchant Internet. Et donc, cette question de post-vérité, est-ce que finalement, pour j'allais dire la combattre, il faut forcément ériger le dieu vérité j'allais dire en guide de nos actions. Alors, je m'adresse plutôt à Aurélien Barraud, justement, qui a essayé de réfléchir à cette notion de post-vérité et surtout de comment on pouvait l'envisager au regard de ce que c'est que la vérité scientifique. Bien, merci. Je suis le moins légitime dans ce débat, donc je vais commencer avec la parole du naïf. Évidemment, ta façon de poser la question inclut déjà la réponse, donc c'est parfait, mon travail est mâché. J'aimerais peut-être commencer par réfléchir quelques secondes sur le concept même de vérité. C'est pas simple, la vérité. Il faut commencer par l'admettre, ce qui ne signifie d'aucune manière que nous allons relâcher sa valeur. Il n'en est pas non plus question. Quelle est la vérité de la vérité? C'est une question philosophique qui est hautement délicate. Vous savez, les stoïciens distinguaient entre to aletheia et aletheia, c'est-à-dire entre l'adjectif substantivé et le substantif. En français, ça serait le vrai et la vérité. Et ça ne signifie pas la même chose. L'un tirait du côté de la substance, tandis que l'autre tirait du côté de la sagesse. Pour la plupart des poètes grecs, nos prédécesseurs, nos ancêtres, les Aèdes, auxquels nous aimerions, j'espère, ressembler, la vérité, c'était une anamnèse, c'était d'abord le souvenir. Et c'est ça d'ailleurs le sens du mot aletheia en grec. Les eaux du fleuve l'été étaient des eaux oublieuses. Et il s'agissait avant tout, pour les âmes ayant contemplé la réalité du monde, de ne pas oublier à travers ces eaux. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a eu évidemment, factuellement, une évolution considérable du concept de vérité. Ce mot n'a pas le même sens chez Nietzsche et chez Thomas d'Aquin. Je lisais il y a quelques jours, de façon complètement contingente par rapport à ce débat, un livre magnifique du réalisateur Andrei Tarkovsky, vous savez, celui qui a fait Stalker, ce film absolument extraordinaire. Le mot vérité apparaît quasiment à toutes les phrases, et d'une manière très juste, très subtile et très adéquate. Et pourtant, son sens n'a rien à voir avec celui de la vérité scientifique. Et même au sein d'une culture, même au sein d'une époque, il est tout à fait évident que le concept de vérité est diffracté et que mon acception en tant que physicien n'est pas nécessairement celle de mes collègues. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire d'être physicien ou d'être scientifique? Vous voyez, définir la science, c'est aussi compliqué que définir la vérité. C'est quoi? C'est les mathématiques? C'est l'expérience? C'est la capacité de prévoir? C'est le logos? Tout ça est faux, je pourrais vous le montrer. Pour autant, est-ce que ça signifie que la vérité est un concept strictement relatif, que tout est bon, que tout peut être dit et que les impostures n'en sont pas? Évidemment non. Évidemment non, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique est dramatique, ne doit, à mon sens, disposer d'aucune circonstance atténuante. Ce qu'a fait Donald Trump et son équipe est inqualifiable. Et c'est inqualifiable parce que les mensonges dont il est question ne sont pas seulement rhétoriques, ils ont des conséquences. Je veux dire, nier l'origine anthropique, c'est-à-dire lié à l'homme, du réchauffement climatique, c'est vraisemblablement un crime dont les conséquences pour nous tous, pour nos descendants, pour ceux qui n'existent pas encore, le pire des crimes finalement, on fait payer ceux qui ne sont pas encore là, est absolument au-delà du pensable. Donc il n'est d'aucune manière question, que ce soit bien clair, d'excuser le mensonge. Mais ce que je ne veux pas, et c'est pour ça que je commence tout de suite avec cette réserve, c'est que pour lutter contre le mensonge, ce qu'il faut faire avec acharnement, on s'interdise de questionner avec subtilité ce qu'est la vérité et ce que sont les conditions de création d'une réception des faits. Parce que ça, ce serait une autre violence. Je vais être très rapide, je prends encore quelques instants et je laisse mes amis commenter. Si vous voulez parler, comme l'a fait Madame Conway, de faits alternatifs, c'était une imposture, et une imposture dangereuse. Pourquoi? Pas parce qu'il y avait le mot alternatif.
c'est très important de considérer les alternatives. C'est même la base de la pensée scientifique, que de toujours considérer des alternatives possibles par rapport à une construction du monde. Ce qui était dramatique ici, c'était précisément l'intentionnalité de ce questionnement. C'est que Madame Conway ne cherchait pas à mieux comprendre ce qu'était le monde, ne cherchait pas une vision plus subtile, plus nuancée, plus délicate. Elle cherchait simplement à mentir pour arriver à ses fins. Et le véritable danger, voyez-vous, me semble-t-il, ce n'est pas d'instiller un peu de doute dans le monde qui nous entoure. Je crois qu'on en manque en réalité. Et je crois que refuser le doute, ça serait entrer dans ce que j'appelle la survérité. La survérité, c'est aussi dangereux que la post-vérité. La post-vérité, c'est le déni de la factualité. La survérité, c'est croire que la factualité que nous percevons est la seule possible et la seule manière de la faire fonctionner. Et je pense que face à cette immense bêtise, dont Donald Trump et son équipe sont évidemment les archétypes, ce qu'il faut faire, ce n'est pas lui opposer une contre-bêtise. C'est pas faire preuve d'un bon fascisme contre un mauvais fascisme, parce que tous les fascismes sont dégueulasses. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est opposer à cette bêtise l'opiniâtreté, de l'honnêteté, de l'humilité, c'est-à-dire évidemment remettre en cause toutes les conditions de possibilité d'une factualité, parce qu'il faut le faire, parce qu'heureusement que nos prédécesseurs l'ont fait. Parce que les faits, par exemple, les Noirs sont inférieurs aux Blancs ou les femmes sont inférieures aux hommes, ont été considérés comme des faits dans le passé. Et heureusement, nous les avons déconstruits. Donc bien sûr, il faut interroger les faits, parce que certains de ces faits sont en réalité des erreurs que nous n'avons pas encore considérées comme des constructions. Mais cela ne signifie pas, bien évidemment, que tout se vaut. Il faut hiérarchiser la crédibilité des propositions, et il faut toujours prendre garde à ce que le doute soit dans le sens de l'humilité, c'est-à-dire de l'honnêteté, de la déconstruction des évidences, et jamais dans le choix de la surenchère, nous permettant, dirais-je, de continuer à cheminer avec le moins de distorsion possible et avec le moins de lignes de fuite possible. Merci Aurélien, Divina. Et voilà, on est azimuté, évidemment, avec les gens qui regardent de très haut. Moi, je vais nous remettre dans l'histoire et puis dans l'approche plus de ce qui est arrivé au journalisme. Donc, je pense que la question de la post-truth, c'est une panique médiatique créée par des médias à propos des médias. Et il ne faut pas se laisser prendre à ce piège-là. Ça fait du buzz, ça fait vendre. Ça montre l'inquiétude d'un type de médias, les médias classiques, par rapport à de nouveaux médias dont on ne sait pas très bien comment ils sont régulés et qui sont dérégulants, les médias sociaux. Moi, je pense au contraire qu'on est dans l'hyper-vérité. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout le temps informé de tout ce qui pourrait arriver, on peut le vérifier, enfin, c'est plutôt c'est ça qu'on voit. Et donc, ce qui me semble plus important, c'est que ce n'est pas la vérité qui s'effondre. On a de plus en plus de façons de délibérer autour d'elle, de contre-vérifier, etc. C'est qui contrôle cette vérité et par quel circuit elle est authentifiée. Et ça, c'est clair, c'est plus des circuits verticaux là-haut qui nous disent ça c'est la vérité et vous obéissez quoi. Donc là, c'est ça en fait qui frappe. Et c'est ça qui fait que c'est au-delà du buzz, que ça devient un problème de société. Alors je trouve plus légitime la question de fake news par rapport à cette question de la vérité, parce que pour moi, donc, il n'y a pas de problème, la vérité est toujours là, il y a une vérité scientifique, et elle est scientifiquement donc, démontable. C'est comme ça qu'on avance, les paradigmes de la science, là, on a des étapes, et dans une étape. Et dans quelle étape on est là? On est dans l'étape des médias traditionnels, qui se retrouvent avec les trois fausses news, ce que j'appelle des infos, moi, I-N-F-A-U-X, des intox, des infos. C'est les mêmes qu'avant. C'est-à-dire, il y a trois types de fausses nouvelles, d'infos. C'est la propagande d'État, Dieu sait qu'il y en a, appelez-la Trumpisme, que vous voulez. Il y a le complotisme qui répond à la propagande d'État en disant la vérité est ailleurs. Vous me suivez? X-Files, bon, bref. Et puis il y a la rumeur qui vient se mettre en coin là pour essayer de sortir le vrai du faux. On dit que, on rapporte que. Et voilà, donc ça, les médias, ils ont toujours eu affaire à ça. Alors, c'est quoi la différence? Et là, c'est que
ce régime-là a toujours eu besoin de l'opinion, et d'une opinion assez captive, et les médias de masse traditionnels avaient une opinion captive, et maintenant l'opinion elle s'est barrée ailleurs. Elle peut s'exprimer, chacun peut devenir média, avec des erreurs, etc. Et c'est ça qui se remet en cause. Ça nous vient des États-Unis avant tout. Et je crois qu'historiquement, c'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience ici en Europe. On nous a importé un problème qui vient des États-Unis où la vérité des médias avait été transformée en norme, ce qu'on appelait la norme d'objectivité. C'est-à-dire que les médias commerciaux, pour montrer qu'ils étaient indépendants, ont érigé l'objectivité, pas la vérité, en norme. Ça s'est traduit comment? Eh bien, on montre une opinion pour et une opinion contre. C'est-à-dire que c'est devenu un coup de pagaie. Un coup de pagaie à gauche, un coup de pagaie à droite, un coup de pagaie... Et ça, c'est la vérité. Eh bien, dans les temps d'incertitude comme les nôtres, ça ne tient pas. Ça tenait déjà pas à l'époque, mais ça s'est entièrement fossilisé au point que, pour montrer le pour et le contre, on est allé aux extrêmes, aux États-Unis, comme chez nous, l'extrême gauche, l'extrême droite, et on oublie la très grande majorité silencieuse qui est beaucoup plus dans les zones de gris et de nuances. Donc ce système, d'abord, s'effondre sur lui-même, et dans un deuxième temps, il est effondré par l'arrivée de ces médias sociaux qui disent on en a marre, votre système il est plus valable, on le remet en cause, et nous, ce qui est plus important, c'est d'où ça vient, l'authenticité, la confiance qu'on a dans la personne qui nous relaie l'info. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Stéphane Olise. Oui. Alors moi effectivement, je souscris bien évidemment à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire aussi bien à l'idée que la question de la post-vérité est un jargon médiatique qu'on nous sert et que c'est un hashtag bien dans l'air du temps. Je souscris également à l'idée que c'est un problème qui nous viendrait des États-Unis, et en même temps, je trouve ça intéressant de le penser sur le temps très long, et je trouve que les deux interventions antérieures nous l'ont montré. C'est-à-dire que si on prend d'une certaine manière ce qui serait de l'ordre d'une pensée continentale de la vérité, qui s'affronte aujourd'hui avec ce qui serait ce qu'on a appelé en philosophie une pensée analytique, enfin une philosophie analytique de la vérité, eh bien on se rend compte aujourd'hui que tout ça, cet affrontement, alors on n'est pas obligé de rentrer dans le débat des experts et des épistémologues, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le vrai enjeu de ces questions-là, c'est celle de l'économie politique des réseaux sociaux et de la donnée, qui est une économie politique qui est globale et qui implique des sujets aussi bien cognitifs, éducatifs, de compréhension de ce que sont les technologies et de comment est-ce que ça fonctionne. Alors je m'explique plus clairement. Ce qui se passe avec la question de la post-vérité, c'est qu'en réalité, on est face à un enjeu de compréhension d'abord des productions, les news, donc qui renvoient à une économie des médias bien particulière et qui effectivement vit, on va dire, peut-être la fin d'un temps, effectivement. On peut renvoyer également à la question de la diffusion des news, c'est-à-dire là on voit bien que ce qui change en fait avec le sujet des hoax, des intox, des rumeurs, c'est celle de l'échelle. C'est ce qu'on sait bien de la notion d'échelle qui est entraînée par les réseaux sociaux et leur gigantesque passage à l'échelle, et d'une échelle qui est globale. Là aussi, on voit bien que la question de la post-vérité, elle est sous-tendue par des enjeux qui sont souvent géopolitiques, voire de cybersécurité également, comme on l'a bien vu dans les deux campagnes présidentielles précédentes. Et puis le troisième point, c'est effectivement un enjeu peut-être un peu plus philosophique de rapport au réel, de construction de notre rapport au réel et de notre rapport aux sources, aux autorités et à ce qui nous permet en fait de guider à la fois nos systèmes de croyances. Alors petit aparté, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que chez les Grecs, déjà on trouvait ça. Un chercheur historien qui s'appelle Paul Venn a montré que les Grecs, en s'interrogeant sur est-ce que les Grecs croyaient à leur mythe, finalement, les Grecs sont à la fois dans ce paradoxe d'être les enfants de la raison et d'avoir fondé d'une certaine manière tout le système de pensée occidentale, ou en tout cas on leur prête ce geste-là, et en même temps, ils avaient une mythologie qui semble quand même complètement improbable quand on y réfléchit un peu. Et donc Paul Venn a montré que la mythologie et l'articulation de la démocratie, de la croyance qui repose sur une croyance dans la raison et dans le logos chez les Grecs,
répond de programme de vérité, c'est-à-dire que la vérité est toujours à penser en articulation avec des systèmes de croyances et qu'elle vient intervenir à un moment où on en a besoin. Parfois on a besoin de vérité, parfois on a besoin de croyances, et ça c'est, j'ai envie de dire, presque une norme anthropologique à travers les civilisations. Alors maintenant, puisque pour entrer dans le vif du sujet, je pense aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est vraiment ce que j'appelais tout à l'heure la question de l'économie politique des data et l'économie politique du numérique au sens large. Et en fait, on s'aperçoit que le problème dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce qu'on nous a décrit ces derniers temps comme étant une crise de la vérité, une crise de la confiance également, c'est la continuation d'un système de pensée statistique, mais qui est extrapolé de façon à ce qu'on n'arrive plus finalement toujours à cause de cette question de l'échelle, du passage à l'échelle sur les réseaux sociaux, on se retrouve tout à coup des millions à regarder la même fausse news. Et cette question du passage à l'échelle, elle est cruciale parce qu'elle renvoie à des mécaniques qui sont à la fois technologiques et politiques. Et la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait réguler cela, comment est-ce qu'on pourrait recréer du consensus autour de cela, sachant qu'il nous faut des nouveaux repères et des nouveaux savoirs, aussi bien du côté scientifique que du côté des médias, et des nouvelles compétences pour réussir à démêler ça. Alors je pense que c'est un petit peu l'enjeu du débat aujourd'hui, moi j'aimerais en tout cas qu'on puisse le placer là-dessus, c'est-à-dire de se poser la question finalement, qu'est-ce qui ne change pas et qu'est-ce qui change avec cette question des fake news et avec cette question de la vérité. Alors, juste pour finir sur ce point, parce que je vous parlais de pensée statistique, un chercheur américain qui est d'ailleurs neuroscience, enfin plutôt qui vient des neurosciences, qui s'appelle Daniel Levitin, a montré que, désigne ce qu'il appelle le critical thinking quand il s'agit de statistiques. On a une tendance, j'ai envie de dire presque émotionnelle, à croire les chiffres, quels qu'ils soient. Et donc, finalement, on manque cruellement, et ça c'est pas nouveau, je veux dire, on l'a bien vu depuis 15 ou 20 ans, quand déjà sous l'ère sarkozyste, on critiquait la manipulation des chiffres sur la délinquance, sur les banlieues, etc. Donc c'est pas une question qui est véritablement complètement nouvelle, ni complètement liée aux fake news. Ce qui est intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Daniel Levitin explique que le critical thinking, c'est tout simplement réussir à faire la différence entre ce qui serait des notions statistiques tout à fait, plutôt éduquer à des notions statistiques tout à fait basiques, comme faire la différence entre le mode, le médian et la moyenne. Et donc, si on pense ce qui s'est passé récemment, notamment avec les Macron Leaks, où finalement on nous a, qui est une vraie question, un vrai cas, je pense, à réfléchir sur cette question de la post-vérité, puisqu'on a d'abord pensé que les Macron Leaks, c'était bourré de fake news, puis ensuite, on vient nous apprendre qu'en fait, certaines de ces fake news avaient été peut-être elles-mêmes infusées par certains membres de la campagne d'Emmanuel Macron, et dans le but de retourner l'ennemi contre son propre jeu, d'une certaine manière. Et tout en même temps, on avait là aussi, et c'est un chercheur qui s'appelle Nicolas Van der Beek qui travaille en Belgique qui a montré ça, tout en montrant également à la fois le rôle de la fachosphère, le rôle de l'open data, l'open source, enfin des mouvements, on va dire, de hacking qui sont proches d'une certaine manière d'une éthique journalistique, c'est-à-dire dans l'idée de plus de transparence, à même plus de vérité. Et puis en même temps, un petit peu de manipulation de la part des acteurs eux-mêmes qui étaient impliqués. Et je pense que cette question de la post-vérité, finalement, elle nous oblige à mettre sur la table à la fois la manière dont on est complètement démuni pour penser tout ça en termes de repères intellectuels, c'est-à-dire penser que non, c'est pas un algorithme qui nous rend stupides et qui nous fait croire en des choses. Un algorithme, c'est juste une suite de calculs, donc en soi, l'algorithme n'y peut rien. Ce qui nous rend stupides et qui nous pousse à croire des choses, c'est comment sont organisées ces données. Donc je pense qu'il y a déjà au moins 3 points à pouvoir articuler pour commencer à parler de post-vérité, d'économie, qui est liée donc à cette économie des médias et donc à cette économie de la data. C'est comment sont rangées les données, comment est-ce qu'elles s'organisent dans des grands ensembles qu'on appelle des datasets, comment est-ce qu'ensuite on peut aller les rechercher, c'est-à-dire comment est-ce que fonctionnent les algorithmes. Donc là, on renvoie à une forme de une science de l'informatique qui est le design algorithmique. Et puis, troisièmement, comment est-ce que
quels sont les effets de toutes ces technologies sur les comportements sociaux, à la fois dans l'humain et dans le vivant, donc là aussi dans une articulation entre des sciences du vivant et des sciences cognitives, mais également dans leurs effets sociaux à grande échelle, où là on va retrouver les disciplines sociales des sciences, c'est-à-dire sociales et humaines. Enfin, voilà. Je m'arrête là parce que c'est un peu long et je voudrais laisser la parole aux autres. Mais parce que... Voilà, je reprends la parole simplement pour dire effectivement ce que tu viens de dire, c'est presque comme tu disais, le programme de ce qui nous reste à débattre. Et il y a deux choses effectivement à retenir, c'est qu'on est passé à un changement d'échelle, ça tout le monde le comprend, qu'on appelle ça post-vérité ou pas, effectivement c'est plus on va dire une notion médiatique qui a fait la une des journaux, etc. Mais le fait, en tout cas sur lequel on peut être à peu près d'accord, c'est qu'il y a une multiplication de ces fausses informations via la démultiplication permise par les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a la responsabilité effectivement de ceux qui maîtrisent la plupart des données, c'est-à-dire que les GAFA et notamment Google et Facebook. Avant de voir justement ces deux aspects, il y a dans la manière d'aborder cette multiplication des fausses informations, on a dit le journaliste doit continuer à faire son journalisme mais à une autre échelle, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire essayer de passer à une échelle au moins aussi importante pour contrer cette profusion de fake news. Alors, ça, effectivement, là aussi, ça a été développé pas mal aux États-Unis. En France, durant la campagne présidentielle, on y reviendra après, mais Google s'est associé à plusieurs rédactions, 16 rédactions en France, dont celle de rue 89 Lyon, pour lancer une opération qui s'appelait Cross-Check, pour justement dire, on sait pertinemment après Trump qu'on va avoir une avalanche de fake news, donc unifions nos forces pour les repérer, les vérifier, les fact-checker et surtout dire au plus grand nombre, c'est faux, c'est faux, c'est faux, voilà pourquoi, etc. Donc ça a été, on est au stade de l'expérimentation. Donc il n'y a pas de changement de nature, évidemment, ça c'est ce que vous disiez, donc je le reprends aussi, c'est qu'il n'y a pas de changement de nature, on fait toujours notre boulot de journaliste, c'est-à-dire qu'on capte de l'information, on la vérifie et on voit si on peut vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a un changement d'échelle. Et dans ce changement d'échelle, justement, et là je me tourne plutôt vers toi Nicolas, justement, où toi tu plaides pour une automatisation de ce fact-checking pour essayer d'arriver à contrer plus facilement ces news, justement, ces fausses informations, ces fake news. This? Okay, yeah. Actually, automatization is just one of the tools we have now for verifying information. From the journalistic point of view, it would be better if we distinguish between fact-checking and verification. Because fact-checking is more like assessing a data, a quote, something that was said by a public figure. And in that case, you can have data, you can have historical trends, you can have a set of closed information, and so you can fact-check this kind of quote, of assumption made. In this regard, for fact-checking, we don't need any special digital tool or skills. What we need is data literacy. We need to understand how data works, what is a page, a pie chart, or an histogram, or another kind of visualization. We need more scientific literacy. We need to understand how the data can change, can be manipulated, can be distorted. So, yeah, what technology can give on the fact-checking side is the automatization. I can have, I don't know, a database with a lot of data on poverty, and I can use this data for fact-check to politicians who are discussing during a debate. One is saying the poverty is up, the other one is saying the poverty is down, and what you can do with automatization, you can quickly understand, so also in real time, also on TV debates, you can understand what kind of data they are referring to. Maybe we have to go over this obsession, what is fake, what is true. I don't believe in this truth machine where
where the journalist is like a judge who has to say this is true, this is fake. Sometimes, and this comes also from my experience as a journalist on the field, we have two truths. Sometimes we have data coming from different data sets. Sometimes we have data who are just outdated, so they are not recent. So it's true, but it's not true, it's half true. So we can have automation for helping us journalists. And then we have all the other complicated side of verification that is different from fact-checking because it's something that has not been structured, it's not something closed, it's like an opinion, a photo, a claim circulating online, or more complicated, a meme who is circulating on social media and forum and so on. In this kind of, when we are in front of this kind of content, we need more and more digital skills. We need, for example, that journalists start to use what is a very basic skill, digital skill, that is the reverse search. That means just you have a picture, you just go with mouse, right click, and Google tell you if that picture has been used before or not. This is just 3 seconds, let's say, and most of journalists, at least in Italy, still don't know or don't use this kind of tool. During the last Manchester attack, for example, the most read Italian newspaper has published a photo gallery with the presumed sister of the attacker, and the title was The Double Life of the Sister of the Attacker, because on her Facebook profile she was using some picture with a veil, some other picture with no veil, just acting like a model, and the newspaper did this photo gallery with the double life of the sister. Actually, she was just using pictures of other actresses and models and so on. Most of young people, I'm sure, know what is reverse search because I don't know, when I do workshop with the young people, they use this tool because they want to verify if a friend is mocking or not on her profile, his profile, if he's using another images or not. And but most of journalists are not using this kind of tool. So we have a reverse search, but we have also, I don't know, computational search engine like Wolfram Alpha. I don't know if you know this search engine. It's really great. You go, I don't know, you can ask a very precise question like what was the weather in Lyon on the 1st of July of 1995, and in a few seconds you can have the weather. And for example, this is another real case example I have. There is a video on YouTube which is very popular with a UFO, unidentified flying object, flying on the CERN of Geneva. The CERN is the center of physics, advanced physics. Actually, there is also the date with when the UFO was flying on the CERN, and a lot of people, and also media outlets, are using this video just for clickbaiting, on the Facebook page and so on. You as a user, but also you as a journalist, you can just go on Wolfram Alpha, just type down the date of the video, and to know that on that date was on Genève it was not sunny, as you can see in the video. It was foggy, very very foggy, so you could not see any UFO flying in the sky. Mais du coup, ce que toi tu dis, c'est que c'est aussi une question de compétence dans les rédactions, où il faudrait que les journalistes montent en compétence pour arriver à comprendre justement ces enjeux liés aux data, ces enjeux liés aux fake news, et puis maîtriser un certain nombre d'outils pour pouvoir davantage vérifier et, tu fais la différence, on va dire fact-checker, ces informations, ces fausses informations aussi qui nous arrivent, qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Toi tu mets plutôt l'accent sur la formation. Alors peut-être je ne sais pas si vous voulez préciser quelque chose, mais on voit aussi que malgré tout, il y a eu plus de fact-checking, notamment durant ces élections en France. Aussi, il y en a eu plus avant aux États-Unis pendant la campagne de l'élection qui a amené Trump au pouvoir. Malgré tout,
on a l'impression que les journalistes prêchaient dans le désert, quoi. Et je cite souvent Samuel Laurent, donc c'est le, je sais pas si vous connaissez, c'est le responsable des décodeurs, donc l'unité de fact-checking du Monde, qui a dit mais voilà, tout notre problème c'est qu'on n'est pas lu en fait. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des journalistes qui fact-checkent de plus en plus, il y a de plus en plus de fake news, et en fait, on a l'impression de prêcher dans le désert. Donc je ne sais pas si vous avez une réaction aussi par rapport à ça, et c'est ce qu'on a aussi souvent mis en avant là-dessus, sur ce phénomène, les fameuses bulles de filtre, justement, qui fait qu'il y a des mondes qui ne se parlent pas. Il y a le monde de ceux qui auraient accès à une presse, à des informations fact-checkées et vérifiées, puis il y a ceux qui se nourriraient en permanence de fake news. Moi, peut-être, je peux dire quelques mots. D'abord, je suis ravi que ma voisine ait mentionné l'analyse de mon ami Paul Venn, qui me semble être extrêmement pertinente sur la vérité. Je reviens juste une seconde, parce que le point n'est pas un point de détail, ni un point de rhétorique historique. Je pense que cette articulation du désir de mythe et du désir de vérité, comme vous l'avez mentionné, est certainement un fondamental anthropologique. Mais il faut quand même faire attention, parce que dans cette articulation qu'on lit chez les Grecs, du côté de la vérité, on pourrait trouver par exemple le Timée de Platon, qui est vraiment une œuvre où on voulait fonder un rapport scientifique au monde. Platon entend prendre le relais des Aèdes, des poètes de la Grèce antique, et utiliser les mathématiques, utiliser le logos, la fameuse rationalité. Et pourtant, tout est faux. Tout est faux. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que la vérité, comme disait Derrida, il ne suffit pas de la porter à la boutonnière, il ne suffit pas de l'appeler de ses voeux, c'est quelque chose qui est fondamentalement diffracté et parfois inatteignable. Et donc le côté de la vérité et le côté du mythe ne sont pas aussi simplement disjoints qu'on pourrait parfois le supposer. Alors pour revenir maintenant à cette deuxième partie du débat, je pense que ce qui a été dit effectivement est plus que pertinent. Ces fake news sont des gangrènes, on sait comment les contrer, mais on ne sait pas comment diffuser l'information de ce contre. Je n'ai évidemment pas de solution miracle par rapport à ça, mais je voudrais quand même mentionner que là encore, il faut peut-être faire notre mea culpa global, vous en tant que média, moi en tant qu'enseignant, parce que peut-être aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes moins écoutés, c'est précisément parce que nous nous plaçons vraisemblablement trop souvent dans ce que j'appellerais la surenchère affirmatrice. C'est-à-dire que bien sûr, vous et moi, en tant que journaliste ou en tant que professeur, nous essayons de ne jamais mentir. C'est un peu la règle du jeu, c'est le code déontologique de base. Nous disons la vérité, soit, mais nous ne disons jamais toute la vérité. Et il y a le fact-checking, mais il y a aussi le fact-selection qui est important. Et ça va considérablement biaiser le réel. Évidemment, quand on fait l'ouverture du journal de 20h sur une vieille dame qui se fait agresser, c'est vrai. J'espère que c'est vrai, enfin je n'espère pas pour elle, mais j'espère pour le journaliste que l'agression a vraiment eu lieu. Mais évidemment, on fait rarement l'ouverture sur effectivement les camps de réfugiés qui sont démantelés, sur les familles qui sont brisées par le retour à la frontière, et ça c'est vrai aussi. Et le fait qu'on montre simplement une partie du réel va participer à une construction dans notre réception du réel. Or précisément, je crois que ce que nous tous, en tant que citoyens, en tant que penseurs, en tant qu'humains, nous ressentons, c'est un immense besoin de possible. Et je crois que ce qui est attendu aujourd'hui des intellectuels, c'est pas seulement de nous rappeler une fois de plus que ce que l'on croit vrai est effectivement exact, mais c'est aussi de montrer d'autres versants de ce même réel, sans mentir. Donc ça n'a rien à voir avec les hoax, mais précisément en ouvrant les possibles, parce que vous savez, c'est un peu vrai parfois que l'image d'une agression est réelle, mais si on a 3 plans de films supplémentaires, on se rend compte qu'en réalité l'agression était peut-être une légitime défense. Et donc il est absolument essentiel de faire preuve de cette nuance qui est peut-être le grand manque, me semble-t-il, de la vie, disons, institutionnelle en général, et qui, de fait, va nécessairement pousser certains à essayer de prendre des informations autre part, qui seront cette fois des informations fausses, parce qu'elles ne relèveront pas de ce désir de complémentarité et de complétion des possibles, mais au contraire d'un désir malhonnête de redirection de l'information. Je crois que malheureusement, le fact-checking est voué à l'échec si il n'y a pas une prise en compte de la réalité du fonctionnement des médias sociaux et des personnes qui, dans les médias sociaux, contrôlent un peu l'origine de certains de ces faits, ce qu'on appelle les influenceurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment sur Twitter et Facebook, les plus gros influenceurs, c'est les médias eux-mêmes. C'est eux qui sont le plus suivis.
Donc il y a un vrai problème au niveau de la profession. Les journalistes en ligne ont tendance à se comporter comme nous autres usagers normaux en ligne on fait, c'est-à-dire que d'abord on poste, après on vérifie, en se disant dans la logique du net, ok, ben je peux faire un nouveau post en 5 minutes pour modifier. Et je crois que là-dedans il y a vraiment une dérive de ce côté-là, du côté des médias. Donc à nouveau, peut-être mieux comprendre, mieux retrouver une éthique journalistique, c'est important. Et sinon, eh bien, le fait de croyance et d'authenticité vient ici, cette éthique de l'authenticité, pour moi, vient frapper de plein fouet l'éthique de l'objectivité antérieure. Le Monde, l'AFP, rue 89, non, je vous enlève du lot parce que vous avez fait des efforts pour passer en ligne. Et vous avez un très bon MOOC sur le data journalisme. Mais avant d'être lus, il faut qu'ils soient crus. Ils sont associés à une façon verticale, associés aux élites, de donner l'info, de voir une vérité à travers un certain prisme pour aller vite, néolibéral. Et ils sont incapables de se renouveler par rapport à cela et de remettre leur logiciel à zéro par rapport à cela. Et tant qu'ils ne prennent pas en compte le fait qu'il faut créer des espèces de chambres d'écho et d'écoute des différents points de vue au fur et à mesure qu'ils arrivent, de manière à ce que les différentes façons de tourner autour de la vérité c'est du 3D, on a l'approche scientifique, on a l'approche du témoin de première vue, etc. etc. Et c'est un espace délibératif autour de la vérité, à mon avis, qui doit être recréé. Et je pense que les médias ont une opportunité s'ils font cela. Alors, c'est pas suffisant de dire « oui, mais on a ouvert une page de blog ». Oui, mais on a un forum où il y a des posts, etc. etc. Il y a vraiment le besoin de réfléchir à partir de ce besoin de remonter non pas à la source, mais à l'influence. Et à partir de là, laisser les gens repartir chez eux, se construire à nouveau leur sens de la vérité, sachant que c'est très important, puisque c'est à partir de là aussi qu'ils vont se faire une opinion, et que l'opinion, après, ça se manifeste en vote dans un isoloir. Du coup, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je voudrais juste revenir en fait sur cette idée de... Parce que j'ai parlé d'économie politique et d'économie politique globale, en fait, et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table et on essaye tous, avec nos propres moyens, j'ai envie de dire, de participer à cette fabrique du consensus qui est nécessaire et à interroger, en fait, cette nouvelle fabrique du consensus nécessaire pour endiguer, entre guillemets, les effets dangereux qui sont surtout les effets politiques en réalité. Enfin, je veux dire, on l'observe bien, on n'a jamais autant parlé de fake news parce que cela va aussi de pair avec probablement un effritement et une véritable question de nos institutions démocratiques. Et je pensais à quelque chose, c'est que je parlais de Daniel Levitine tout à l'heure sur le rapport aux chiffres et le rapport aux statistiques. Ce qui est intéressant, en fait, quand on pense aux fake news, c'est de réfléchir au biais cognitif. Et ça dépasse, en fait, ça nous permet de reposer aussi la question des filtres, des bulles de... Enfin, bubble filter, je ne sais pas très bien comment on les traduit en français, mais ces filtres qui signifient que parce qu'à cause de cette économie de la data, nous serions enfermés dans notre propre vision sociologisante, en fait, assignée à des critères sociologiques ou économiques de provenance, et que nous consommerions sans cesse les mêmes news, et que nous serions donc incapables d'aborder un point de vue d'altérité, on va dire, et donc qui pose véritablement un problème de sapage de cette fabrique du consensus à laquelle nous souhaiterions participer. Or, le problème avec les biais cognitifs, c'est la manière dont vont être posées les questions, et si je peux prendre l'exemple et de la manière dont vont être validées les décisions, qu'il s'agisse de déposer un vote dans une urne pour élire un président de la République ou pour voter une loi quand on est député. En fait, le problème, c'est pas tant que les électeurs de Trump voulaient croire dans
ce que les supporters de la campagne de Trump pouvaient diffuser comme fake news autour d'Hillary Clinton. Le problème, c'est que Trump savait précisément ce que son électorat potentiel voulait entendre. Et que donc, précisément, il répondait à ce désir peut-être inné, enfin, en tout cas, ce désir potentiel de fake news. Et je pense que c'est là qu'on doit peut-être interroger aussi bien sur un plan scientifique que sur un plan politique cette question de la fabrique du consensus dans cette dimension d'échelle qu'on appelle couramment le big data, mais aussi qui comporte beaucoup d'autres enjeux. Peut-être par exemple se dire que la pensée statistique du 19e et 20e siècle qui a porté les modes de gouvernementalité qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la pensée par la moyenne, la pensée par le vote démocratique, donc le plus grand nombre l'emporte, hein, qui reflète finalement ce principe de popularité des news qui sont aussi une des racines du problème des soi-disant, enfin des fake news. Et je pense que si on se mettait à réfléchir à cette question de la représentation, en fait, qui est aussi bien dans les datas, au cœur des datas, qu'au cœur de nos systèmes politiques, et que si on disait, peut-être qu'on pourrait articuler des choses comme le tirage au sort, en même temps qu'on pourrait articuler des problèmes que l'on rencontre au niveau de la représentation des masses dans la pensée statistique qui est au cœur du big data. Alors je ne sais pas si c'est clair pour vous, je l'espère, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que la fabrique du consensus autour de ça, elle ne fera pas l'économie à la fois du temps très long de l'histoire, et je suis ravie qu'on ait pu parler qu'on puisse continuer à parler des Grecs et de l'épistémologie occidentale, d'une certaine pensée de la raison, parce que pour moi il y a un autre enjeu et dont on ne parle pas du tout, c'est cet enjeu global en fait, c'est-à-dire cette idée que les technologies et précisément cette question de l'échelle, elle se pose aussi complètement en dehors des cadres de pensée et des cadres de régulation qu'on a l'habitude de connaître, aussi bien sur un plan scientifique que sur un plan politique, encore une fois. Et donc je pense que ce serait intéressant peut-être de décentrer un petit peu cette question de la vérité qui est quand même malgré tout très occidentale, pour se poser la question peut-être vue d'ailleurs, parce que ces technologies, Facebook, elles ne s'arrêtent pas juste au monde occidental. Justement, là où je rebondis, c'est sur la responsabilité, alors surtout de Google et Facebook. Ce que tu disais, interroger justement cette diffusion de l'information et de ces collectes et diffusions de données. Là-dessus, même si au début, Mark Zuckerberg, le PDG Facebook, disait non, mais vous inquiétez pas, chez moi, il n'y a rien, il y a peut-être 1% de fausses informations, mais le reste, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Le ton a quand même pas mal changé en 6 mois. Et des choses ont été mises en place et par Google et par Facebook, et notamment à la fois la fin chez Google de l'AdSense pour un certain nombre de sites qui étaient des producteurs de fausses informations, simplement pour gagner des sous en fait. L'objectif c'était pas tant d'influencer les élections, mais il y a une interview sur du Washington Post de Paul Horner, il disait mais moi je voulais simplement gagner des sous avec AdSense, donc les publicités contractualisées par Google sur ces sites-là. Donc ils ont annoncé que 200 sites avaient été supprimés, n'avaient plus de contrat AdSense, et parallèlement Facebook a annoncé justement que il y a eu des contrats justement avec un certain nombre de rédactions pour fact-checker des informations que pouvaient signaler des utilisateurs. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place par Google et par Facebook, mais ça pose au moins deux grosses questions. La première, sur laquelle tu étais déjà venu un petit peu, c'est qui ils sont finalement pour dire ces géants du web, ceci est vrai, ceci est faux. Alors ils se sont associés avec quelques rédactions, mais pour l'instant à titre bénévole, c'est-à-dire que les rédactions ne sont pas payées par Facebook par exemple, qui gagne à peu près 7 milliards de dollars tous les 3 mois, et ce qui pose aussi la question de l'économie de ces médias, puisque pour avoir justement le label, ça c'est fact-checké, que ce soit Google ou Facebook, il fallait évidemment des rédactions pour dire, regardez,
regardez, c'est pas nous on dit pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce sont, encore une fois, ce sont les journalistes, et en plus de ça, on paye pas ces journalistes. Donc, ça pose un petit problème, je me trouve. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même on va dire 3 questions. C'est est-ce que déjà, de votre point de vue, ce qui a été mis en place ces derniers... Il y a d'autres choses qui ont été faites, hein, mais Facebook, entre parenthèses, va jusqu'à maintenant, à la veille des élections législatives en Grande-Bretagne, faire de la publicité dans les journaux papier pour mettre en avant son guide de bonne pratique, les 10 choses à faire que vous avez sur Facebook pour essayer de vérifier par vous-même si l'information est vraie ou fausse. Donc voilà, il y a des choses qui ont été faites. Est-ce que c'est suffisant de votre point de vue? Quelles questions ça pose sur justement la recherche, cette fameuse recherche de la vérité, qui on est pour dire ce qui est vrai, ce qui est faux? Et puis surtout le rapport aux médias, puisque ce qui a fait tousser quand même dans un certain nombre de rédactions, c'est le fait qu'on fact-checker, j'allais dire gratos, pour les géants du web. Je sais pas qui... Je vais faire l'historique, comme ça permettra aux autres de réagir. Hein, parce que moi, je suis depuis très longtemps une activiste des médias et d'Internet comme média. Hein, et dès 1996, lors de la première loi des télécoms américaines, les grandes plateformes à médiatiser, hein, que sont les GAFAM, ont obtenu un moratoire. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune loi sur eux, de manière à ce qu'ils puissent se diffuser, fusionner, etc. hein. Et les Américains, les pouvoirs américains, y voyant bien entendu un intérêt économique, ont laissé faire. Donc, ils ont échappé à quelques modèles américains que ce soit des médias. En fait, ils tombent sous un modèle très classique des médias, qui est très proche des télécoms, qui est de transporteurs. C'est les transporteurs. Hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture, hein, ni de la Communication. Les médias sont gérés par le ministère du Commerce dans le sous-secteur des transports. Et je vous signale qu'à l'Union européenne, on en est là maintenant. Vous trouverez Internet à la DG Connect qui s'occupe des transports. Ok ? Donc ça, c'est l'héritage qu'on a, puisque les médias, Internet, les GAFAM sont américains, protégés par le droit californien, donc extrêmement protégés, de telle sorte qu'effectivement, ils ne payent pas d'impôts et que les lois américaines sont nos lois. Par exemple, l'accès aux réseaux sociaux à 13 ans, c'est une décision américaine. Ils ont décidé que c'est comme ça. Donc le premier combat à mener, c'est de bien s'assurer qu'ils sont reconnus comme des médias. Et s'il y a une utilité à cette panique médiatique de la fake news, c'est que j'espère que du coup, les Français et les Européens vont se mobiliser pour dire on ne veut pas de ça chez nous, et nous ce qu'on veut c'est qu'ils aient leurs responsabilités et leurs obligations de médias. Parce qu'en devenant simplement transporteurs, les GAFAM ont mis de côté toutes les obligations de service public auxquelles sont assignés les médias multimédias, la télé, la radio, etc. Notamment l'obligation d'équité politique. On tombe dans la bulle de filtre, donc c'est tout à fait anti-pluralisme de l'information, etc. etc. Hein. Donc il y a un laisser-faire du gouvernement américain économiste, mais qui a des retombées politiques, je suis d'accord. Hein. Et nous sommes héritiers de ce système. Notre seule réponse, c'est de dire, maintenant que c'est transfrontière, que c'est transnational, eh bien, on se réancre dans le national, et donc les lois françaises fonctionnent, les lois européennes fonctionnent, et donc il faut leur donner des obligations de service public. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ils font toujours comme à l'américaine, ce qu'ils sont en train de faire, ils s'instaurent juge et parti. Donc, ok, on va le faire, hein, le fake news, on va traiter, on fait dealer, on met 3000 personnes, dit Facebook, ça nous coûte un peu cher, mais bon. Et ils vont faire du fact-checking et on va retirer les sites. Alors là-dedans, il y a tout. Hein. Il y a la propagande, mais il y a les auréoles de sein. Poitrine, hein, il y a tout un mouvement hein, sur ces questions-là. Donc, de la pudibonderie, enfin là-dedans, comme c'est Facebook et son propriétaire qui décident, vous voyez bien que ça ouvre la porte à tout. Et ça, on est loin de la vérité. Hein. Donc, il faut effectivement remettre là-dedans hein, de la régulation. Ça ne veut pas dire de la censure. Évidemment, c'est tout de suite ce à quoi hurlent les Américains, de les censurer, hein, mais de la régulation par rapport à ces excès et des obligations de service public et notamment d'équité.
Et je crois qu'à partir de là, on pourra repartir sur des bases saines, sans compter évidemment à long terme celle de l'éducation, mais ça je crois qu'on va y revenir. Voilà. Juste, je voulais mettre un point, il faut se mobiliser, il faut avoir une vraie maîtrise de l'histoire et de l'économie des GAFAM, bien leur faire reconnaître que ce sont des médias. Ils y vont, hein, et ils sont en train de demander, Facebook, hein, j'étais à un colloque à l'UNESCO où ils l'ont dit vraiment explicitement il y a 2 mois, hein, ils sont prêts à un système qu'ils appellent hybride de médias, hein, où ils resteraient des transporteurs, mais pourraient avoir quelques obligations. Tout ça, bien sûr, pour le moment, c'est pas sur la table. Actually, from my perspective, I would press Facebook, Google, and other GAFA on what they are best at. For example, they are very good on technology, so I would press them on transparency of the algorithm, how they choose, how they create the filter bubbles that we are immersed in, how they select the order of the news we visualize. I would like to have more transparency from Google and Facebook on this, because I think it's part of the debate on fake news and post-truth. And actually I don't like the idea of transforming Facebook, Google on fact-checkers, on they saying us what's true and what's not, because then that can be very, very dangerous for freedom of information or in other contexts that are not us. Then the second aspect I would press on Facebook and Twitter and Google is the user interface. They are very good in building user interface that attract our attention, that grab our eyes. They should do more on this. We have this, you know, they call context collapse of context. The same content, a content from Le Monde or from a fake Le Monde website appears the same on Facebook, on Google, MP, or on Twitter. They could do more on this, especially on highlighting what the source is. And there is this science that in Silicon Valley is very, very studied and applied, this captology, is how you can grab attention of the people, how can you pass a message or another one, and Facebook and Google are very good at this, and I'm sure that on fake news they are not doing enough on this topic, on this user interface aspect. Ok. Je voudrais rebondir et puis peut-être en même temps aller vers le dernier sujet que vous aviez évoqué concernant l'éducation. Je veux dire, il faut quand même regarder en face ce qui me semble être le problème majeur. On est en train de vivre la fin du monde. Je veux dire, on est en train de tuer notre planète. Qui peut considérer que c'est une information secondaire? Et quand le voit-on faire cette information? Quand la voit-on faire la une des grands médias? Quand ouvre-t-on le journal de 20 h de TF1 sur la déforestation? Jamais. Jamais les médias mainstream n'ouvrent leur information sur la fin du monde que nous sommes en train de créer maintenant, et on le sait de façon absolument certaine, que nous sommes dans les derniers instants où on a encore une petite chance d'éviter peut-être, et c'est même pas certain, le pire. Donc je veux dire, les médias ne mentent pas, mais ils mentent par omission. Et quand on fait face à des omissions si graves, ça relève quand même, finalement, du mensonge. Je veux dire, quand on trace sur les couvertures des grands journaux en lettres de sang les grands malheurs de notre temps, quand est-ce qu'on voit les milliers de SDF qui meurent dans les rues françaises? Et encore, je dis les milliers parce qu'on ne connaît même pas le chiffre tellement on s'en fiche. Ça veut dire quoi? C'est des morts qui n'ont pas de sens? Et il y a quand même une sélection de l'information qui ne peut pas, ne pas mécaniquement, à mon sens, entraîner les dérives dont on est témoin. Et je crois que c'est là qu'il faut faire porter l'effort le plus fondamental. Alors quant à Facebook, Google et les réseaux sociaux en général, moi je pense qu'il ne faut pas confondre l'outil et l'usage qu'on en fait. Hein. Ayez de bons amis et vous aurez de bonnes informations. Moi, mon mur Facebook est plutôt génial, j'apprends des choses extraordinaires, je découvre des personnes fantastiques. C'est pas l'outil en tant que tel le problème, c'est l'usage qu'on en fait et ce qu'on en attend. Et ça, bien sûr, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le biais cognitif de corroboration. On est tous comme ça. On a envie de lire ce qu'on aime entendre. Et donc on va choisir nos amis, nos médias, nos abonnements par rapport à la petite musique qui flatte nos oreilles. Et donc pour essayer de n'être pas que dans le descriptif, mais d'être aussi un peu dans le prescriptif, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on peut faire face à ce désarroi, même si je ne suis pas tout à fait certain d'être dans le même désir de consensus que ma voisine, parce que je pense que le dissensus, ça fait aussi partie de la pensée.
Mais, toujours est-il que, qu'est-ce qu'on peut faire quand même face aux problèmes qu'on a tous identifiés et dont on partage le sentiment qu'il est nauséabond? Eh bien, je crois que c'est nous éduquer mutuellement à un peu de désir d'altérité. Alors moi, je suis de gauche, hein, je peux le dire publiquement, mais j'essaie quand même de lire Le Figaro. Je ne vous cache pas que c'est douloureux. Mais il faut le faire, je crois qu'il faut le faire. Je suis athée, mais en ce moment, la personne avec laquelle j'échange le plus à la fois, et je suis très impressionné par la subtilité de sa pensée. Et je crois que c'est là où l'école, mais l'école, ça inclut les médias, ça inclut les profs de fac comme moi, a une lourde responsabilité. C'est qu'on ne présente pas l'histoire des sciences comme une histoire du doute, comme une histoire des rebroussements, comme une histoire des erreurs, comme une histoire de la confrontation respectueuse avec l'altérité authentique de l'autre. Et c'est ce qu'elle est pourtant. C'est comme ça qu'ont eu lieu les vraies révolutions, c'est comme ça qu'ont eu lieu les grandes découvertes. C'est se confronter avec quelque chose qui ne relève pas d'une manière de réaffirmer ce qu'on croit déjà savoir, mais qui nous met face à nos contradictions. Parce que si nos convictions sont honnêtes, c'est-à-dire si elles ont quelque chose à voir avec la vérité, aussi protéiforme ce concept soit-il, alors elles survivront à la confrontation. Et c'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. Disons-le quand même une dernière fois, la montée de Mussolini et d'Hitler n'a rien à voir avec Facebook, n'est-ce pas? Et n'a rien à voir avec l'ère que l'on identifie comme étant celle de la post-vérité. Ou plus récemment, les centaines de milliers de morts qui ont eu lieu en Irak à cause d'une fake news qui a été celle des armes de destruction massive, n'a rien à voir non plus avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donc le problème n'est pas nouveau, il est endémique, il est vieux comme l'humanité, et je crois que s'il faut chercher un peu de solution, c'est du côté d'un goût, disons, réinventé pour une diversité élective et éclective, pour un véritable appel vers la différence. Justement, Stéphane, tu voulais réagir sur cette notion média et sur la question du consensus également, parce que dans le consensus, il y a bien évidemment dialectique, hein, donc on est d'accord que le consensus, sinon ça n'est pas juste de la pensée du même, mais c'est aussi de la pensée de l'autre. Non, en fait, je voulais revenir sur la question de la régulation du numérique et des industries et des géants et du numérique et des GAFAM en particulier, hein, parce qu'il me semble qu'il y a un véritable problème autour de l'idée que ces acteurs-là seraient des médias. Alors, je ne dis pas qu'ils n'en sont pas, je pense qu'ils en sont bien évidemment, et je souscris totalement à l'analyse que faisait Dimina sur la position et la posture de Mark Zuckerberg aujourd'hui. En revanche, je pense que quand on a un acteur comme Google, et enfin c'est aussi le cas de Facebook, mais qui possède la plupart de nos données de santé, on s'articule, en fait, on s'oriente vers des systèmes de prise de décision et dans lesquels l'intelligence artificielle, dont le mode de fonctionnement, dont le mode de calcul, etc., n'est évidemment pas révélé au public, puisqu'il ne s'agit pas de médias, il s'agit d'industrie. Je pense qu'on est dans un cas de régulation de la question qui est un petit peu différent, et c'est là-dessus vraiment que moi je cherchais à appeler de mes voeux, en tout cas, une vraie créativité, inventivité scientifique par rapport à ça, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin, et que évidemment qu'elle ne va pas se faire juste dans le consensus mou, mais qu'en revanche il faut qu'elle se fasse en regardant les problèmes et la réalité aussi en face. Et la réalité de ces industries-là et de ces médias-là, c'est que c'est du code, c'est que c'est du calcul, que c'est des formes d'organisation de la pensée qu'on appelle le computational thinking, du côté qui pousse du coup certains intellectuels à parler de transhumanisme, de post-humanisme, et ça, ce sont aussi des vraies questions qui sont intrinsèquement politiques et qui viennent et qui ont aussi leur place dans tout ce qu'on adresse depuis tout à l'heure sur le sujet de la post-vérité. Alors je m'explique, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne tous des Singularity University Fellows et qu'on souscrive à cette idée que l'exponentiel et la loi de Moore seraient la réponse à tout. Bien évidemment que non. En revanche, je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à poser des mots sur ce que représente l'intelligence artificielle à l'échelle de la prise de décision politique, par exemple, à l'échelle de la prise de décision et donc dans cette dimension aussi cognitive, hein, dont on parlait tout à l'heure, quand une voiture, est-ce qu'une voiture peut reconnaître un danger et s'arrêter en fonction de ça? Enfin voilà, toutes ces questions éthiques en fait qui viennent là aussi finalement rappeler à quel point toutes ces
tout ce sujet ne peut pas évacuer la question de la politique des sciences et du positionnement. Et je suis ravie d'entendre mon voisin exprimer ouvertement ses opinions. On est tous libres de le faire, et fort heureusement. Mais je pense que si on veut, à un moment donné, réussir à comprendre quels vont être les effets en fait, de ces nouvelles technologies, qui n'en sont plus vraiment, qui sont aussi devenues des cultures, des langages et des civilisations, il faut aussi faire preuve d'inventivité scientifique. Voilà. Oui, alors du coup, culture scientifique, je passe à la dernière problématique, c'est celle de la réception du message. Donc il y a Aurélien justement qui mettait en avant peut-être une autre manière d'aborder les sciences et qui pourrait aussi s'appliquer à cette nouvelle manière par soi-même de recevoir un message médiatique, fausse ou vraie information. Ce serait aussi aux personnes de faire leur chemin. Donc on a quelques conseils qui sont déjà divulgués, comme je le disais, sur Facebook. C'est l'importance aussi donc de l'école, de l'apprentissage de ces outils numériques, et puis donc ce qu'on a appelé maintenant l'éducation aux médias. Alors là, je me tourne aussi plus particulièrement vers Nicolas et Divina, qui vous êtes très impliqués sur cette question-là. Peut-être commencer par Nicolas sur. Alors, toi, tu as mis en place justement un module de formation en Italie pour essayer d'apprendre finalement à affronter les fake news. Yeah, if you can show the guide. Okay. Yeah, actually we are working with media education experts because we want to build a module for young audiences, but also for teachers and parents, because we want to introduce these notions of what is fake, what is true, what is not true, what is so and so. We want to discuss with young people. We are starting from young people because they are the ones who inform mostly online, so especially on social media with no intermediation by traditional media outlets. But I think that every citizen, every one of you, everyone who has a smartphone, should be trained on media education. We have started building this Galaxy Guide for News Explorator. And you can see here, we have fake, true, but also so and so, because we want to introduce this notion that we have not just two sides, you have two choices. It's more like a critical approach you need. And then we have identified for now like 10 skills, 10 basic skills you need to have. You start with, I don't know, the blue ribbon for identify a verified account or not on Twitter or Facebook. You know, 1 out of 4 young people don't know what is the blue ribbon that identifies when an account is verified or not. Then we used some pictures from the Sandy hurricane to introduce the concept of reverse search engine. Then we introduced the topic of clickbaiting, or how to track a meme, like this one with Paris Hilton. And then we try to introduce also some more advanced skills, like for example some coming from the forensics field, like there are some tools like photo forensics, but a lot that can help you identify when a photo has been photoshopped or not. Then there are tools that can help you to understand how many people can stay in a public space. You know, you usually have big debates how many people have attended a manifestation or not, and there are map checking is the name of this tool. And then we have tools for analyzing videos on YouTube, frame by frame, or Wolfram Alpha, or sometimes our tools are very, very easy, basic advice. Like, for example, when you read a research on something related to health, check always the impact factor of the journal who is saying this. For example, there is this famous research on chocolate that can help you lose weight, that has been published by the International Archives of Medicine.
Actually, this was an hoax that was created by scientists to show how easy to trick not just scientific journals but also mainstream media. And this news on chocolate has been published by a lot of media outlets in Italy too. And you can, in this case, it's very easy. You can just check what's the impact factor. And this International Archive of Medicine has a very, very low impact factor. It's a predatory journal, and so it's very easy to pay for publishing your research. So it's a set of tools and skills through which we try to introduce the complexity of the media landscape, but also the concept of responsibility. Today we are talking about journalists, Google, Facebook, but in the new scenario, in the new information scenario, we are aware that everybody has to be a fact checker. Everybody has to start to question what is happening or not. We have, I have an example that is very easy to understand. In 2005, in London, there was the bombing in the metro, and according to the BBC, that was the day that user-generated content changed the way media were covering a big crisis event, because the BBC was overwhelmed by pictures of people sending photos from the metro from where they were. In that case, it was just people doing a photo and sending it to mainstream media. Someone maybe could publish on his blog and so on. While 12 years later, the Manchester attacks the other day, you don't have any more people sending pictures to mainstream media. You have just people sharing what they find. You have people sharing true information, not true information. You have people sharing important witnesses, important information to share, but you have also people sharing hoaxes of disappearing people that were not disappearing. So it's not something, this is not something that Google can stop. This is not something that journalists can stop. This is something that we as users, as member of Google, Facebook, or whatever, have to stop. We have to start to pose ourselves with more critical approach when whatever kind of information we find online. Thank you. Divina, l'importance de l'éducation aux médias. Alors, vous étiez l'ancienne directrice, comme je disais, du CLEMI et toujours très impliquée à la tête d'une association justement que vous avez créée là-dessus. Est-ce que simplement, peut-être philosophiquement parlant, on pourrait dire l'importance sur la question qu'on a abordée de cela, puis après on donnera la parole aussi à la salle. Oui, l'EMI, qui s'appelait avant EAM, l'éducation aux médias, et qu'on a modifié avec tout un réseau de chercheurs internationaux, qu'on a appelé l'éducation aux médias et à l'information, pour prendre en compte justement ce que la data fait aux médias, et prendre en compte cette augmentation par le numérique qui arrive aux médias, mais aussi du coup à l'éducation. Et donc ma façon de présenter l'éducation aux médias pour que les gens la retiennent, c'est qu'elle représente trois choses. Vous y pensez tous d'abord comme à une pédagogie, avec des compétences à acquérir, 10, 12, 7, moi j'en ai 7. Voilà. Un jeu de cartes un peu comme ça qui est toujours très utile pour les enseignants, bien sûr. Mais si on en reste là, on ne passera pas à l'échelle. Et l'échelle, c'est tout le territoire, et c'est une justice sociale pour tous les Français, pour tous les enfants, qu'ils aient accès à la vérité, ou à leur façon de se construire la vérité, et de prendre des décisions qui vont après. Donc c'est autre chose, l'éducation aux médias. C'est deux choses de plus. C'est un droit. C'est un droit social. Et moi, je l'associe toujours aux droits de l'homme, et il a toujours été associé aux droits de l'homme d'ailleurs, traditionnellement à la liberté d'expression, article 19, et vous connaissez une ONG bien sûr qui s'appelle comme ça, qui s'est enrichie du droit à l'information. On milite pour le droit à la communication, c'est pas encore là, mais on y va. Mais c'est aussi le droit à la vie privée. C'est le droit à l'éducation, et de plus en plus, à cause des réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, c'est le droit à la participation. Mais il faut être formé à la participation. C'est pas juste je participe, j'appuie, je clique, c'est exactement l'inverse de ce qu'on voudrait. L'école et l'éducation, c'est la maîtrise.
de quand est-ce qu'on clique. Des fois, on va cliquer vite, ça n'a pas d'importance, on laisse des traces, on s'en moque. Des fois, c'est important, il faut pouvoir faire le choix, ne pas se laisser prendre dans la bulle de filtre ou autre. Donc, il faut vraiment la concevoir comme un droit, et ça, c'est quelque chose qui est un combat plus européen qu'un combat que mènent d'autres pays, par exemple les États-Unis, où c'est avant tout un lieu de créativité. Alors, on ne nie pas le fait que l'éducation aux médias, c'est créatif, parce qu'effectivement, la créativité, pour moi en tout cas, comme d'ailleurs aux États-Unis et dans d'autres pays, ça induit de l'esprit critique. Quand on se trouve à devoir prendre les décisions, à se dire comment j'organise telle ou telle information, où est-ce que je mets une image, etc., ben, on développe l'esprit critique sans même s'en rendre compte. Donc voilà, c'est une pédagogie, un droit et, vous me voyez venir, un projet politique. Un projet politique. Il n'y a plus de politique à l'école. Ça a été banni, les enseignants n'ont plus le droit d'en parler, ils peuvent être dénoncés, etc., etc. Alors comment est-ce qu'on forme les jeunes à savoir ce que c'est qu'un citoyen? Alors bien sûr, la politique, c'est pas dire je suis de droite, je suis de gauche, je suis socialiste, je vote Macron, etc. Au niveau de l'école, c'est pas là que ça doit se passer. Mais c'est qu'est-ce que c'est que la participation? Qu'est-ce que c'est que l'engagement? Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Qu'est-ce que c'est que le droit à ma vie privée, le droit à mes datas? Donc dans ce projet politique, il faut effectivement mettre, ce que disait tout à l'heure Stéphane, il faut mettre l'économie et la géopolitique des médias et des GAFAM. Quand on sait que toutes nos données vont dans un certain État encore démocratique qui s'appelle la Californie, passe encore, mais ça nous fait poser des questions sur où est-ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et ça peut solliciter donc des mouvements comme le self-data, comme la portabilité des data. Je veux pouvoir les garder, je veux pouvoir les donner quand je veux, les mettre dans mon coffre-fort, etc., etc. Donc c'est en faisant un projet politique, qui contrôle les GAFAM? Qui contrôle ce qui nous contrôle? Bah ouais, la régulation, c'est peut-être pas nécessairement de contrôler les GAFAM, mais d'avoir des gens qui les surveillent un peu quand même. Ça peut être nous d'ailleurs. Il y a des mouvements de la société civile et de la base, horizontaux, qui sont dans ce mouvement-là, Transparency International par exemple, etc. Donc il y a vraiment l'idée que les médias font partie de l'ADN de nos démocraties. Les GAFAM et les réseaux sociaux sont des médias. Donc il faut qu'on y soit éduqué et qu'on voit à la fois donc, leur géostratégie, leur géopolitique, leur contenu et leur représentation, est-ce que ça véhicule? Et il y a une énorme régression en matière de genre dans les médias sociaux. Je ne vous dis pas l'image des femmes, bon, et des jeunes filles, etc. Donc il y a vraiment là une façon réelle d'engager les jeunes avec des outils qu'ils ont à disposition et qu'ils aiment, dans lesquels ils sont nés et en qui ils ont confiance. Il faut passer effectivement, et là j'adore cette approche de Nicolas et les autres, c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, les jeunes, là où ils sont. Or, qu'est-ce qui se passe en politique publique, pas en projet politique, mais en politique publique des médias? Nos décideurs n'ont rien compris. On a réussi, en se battant, nous les activistes, à mettre l'éducation aux médias dans la directive des médias audiovisuels, pilotée par la DG Connect, vous vous souvenez, DG Connect, les transports, etc. Bon, ça a failli sauter, on l'a fait remettre la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'a mis dans les textes de loi français, c'est obligé, quand c'est une directive, on harmonise. Donc la France, tous les pays, la Finlande, le Danemark, ça y est, ils sont tous passés aux nouvelles littératies, et nous, on traîne des pieds. Parce que, effectivement, on touche là où ça fait mal, et puis ça tombe des mains de nos décideurs, qui sont encore dans une logique très verticale, en collusion, connivence, que sais-je, avec des médias très verticaux, et qui donc ont du mal à changer l'ADN. Donc là, en ce moment, le problème, c'est le problème du passage à l'échelle. Il y a des enseignants géniaux, il y a des ressources incroyables. On n'a pas un problème de pauvreté des ressources, on n'a pas un problème de pauvreté de la formation. On a un problème des blocs au niveau des décideurs qui me pointent bien à moi, me confirment bien à moi que nous sommes devant un projet éminemment politique, parce qu'il donne aux citoyens les outils pour critiquer les politiques. Et moi, dans mon MOOC, parce que je vais faire ma publicité, j'ai aussi créé une ressource qui s'appelle un MOOC, une ressource massive ouverte en ligne, gratuitement sur la planète, qui d'ailleurs a eu un prix mondial, un MOOC sur l'EMI,
Eh bien, c'est ça que j'ai essayé de montrer. Hein. Et ça a produit des enseignants qui se sont sentis libres pour créer des ressources, pour créer du fact-checking, pour créer des jeux autour du hoax busting, etc., etc. Donc, on peut le faire. La question des ressources n'est plus un problème. La question de la formation n'est plus un problème. La question, c'est de faire sauter le verrou des décideurs qui disent « Ah oui, mais bon, on ne sait pas très bien ce qui se passe, donc on ne va pas donner les droits, etc. etc. » C'est une façon, malheureusement, de contrôler, de garder le pouvoir dans les mains de quelques-uns. Donc tôt ou tard, il va y avoir un débordement. On commence à le voir avec un certain nombre de mouvements citoyens. On a parlé dans la table ronde antérieure, que ce soit les mouvements de contestataires, les Podemos ou autres. Et donc, si les pouvoirs actuels ne changent pas, la bonne nouvelle pour eux, c'est que dans 1 an ou 2, ils seront très méchamment marginalisés. Merci. Eh ben, parole aux citoyens, justement. Une question. Oui, il y a un monsieur. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade. Il y a un micro qui arrive. Un bon deux. Merci. Excusez-moi, là, j'ai entendu dire qu'on était en train de tuer la planète et que finalement on n'en parlait pas dans les médias, ça c'est vrai. Il y a autre chose aussi, on pourrait dire, c'est que les gens meurent de faim en très très grand nombre, alors que globalement le monde est excédentaire en production de nourriture, qu'il y a une montée des inégalités qui est phénoménale, que le travail se fait de plus en plus rare du fait du progrès de la technologie. Enfin bref, il a été question aussi de fact sélection. Et je trouve qu'il y a une excellente occasion de vérifier les faits. Là, je vais signaler à titre, justement, je me permets, à titre d'information, les infos qui sont diffusées par un site qui s'appelle Partage International, que tout le monde peut aller voir. Je ne dis pas que vous devez le croire, je signale qu'il existe. Ça existe depuis une 40aine d'années et c'est traduit dans toutes les langues du monde. Vous pouvez étudier le dossier en japonais si vous comprenez cette langue. Enfin voilà, il y a une occasion en or. Mais alors, ça affirme que le système ne va pas... On est au bord d'un effondrement, quoi, parce que ça tient avec un endettement qui monte juste au ciel et des dettes... Enfin voilà, ça ne tient pas et on doit absolument... On vit à une époque de basculement historique, quoi. Et la seule issue pour l'humanité en tant que telle, c'est de quitter le paradigme de relations fondées sur la concurrence, la compétition, que tous les gouvernements du monde poussent en avant d'ailleurs, et pour passer à des relations fondées, construire une société monde presque fondée sur le partage et la coopération. Alors évidemment, ça semble assez délicat, difficile, inatteignable, mais l'affirmation qui pose problème, c'est qu'il est régulièrement affirmé, c'est vérifié mois après mois. Il y a un magazine qu'on trouve aussi qui est actualisé sur Internet, il y a même un magazine papier, ça existe depuis très nombreuses années, je dis, qui affirme qu'il y a à nouveau dans le monde un grand être, comme de l'envergure qu'a pu avoir le Bouddha ou le Christ en son temps, qui est là comme instructeur seulement, mais qui respecte le libre arbitre de l'humanité. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de péché, pas de jugement, ça n'a rien à voir. Mais enfin, ça, pour les chrétiens, c'est clair, ça correspond au retour du Christ. Pour les Bouddhas, c'est un nouveau Bouddha. Bref, peu importe. Mais il est là pour enseigner et il sera capable d'aider l'humanité à traverser cette transition. Mais rigolez, vous avez le droit. Traverser cette transition sans se détruire, transition qui ne va pas être facile, quoi. Et il sera aussi capable, d'après ce que j'ai compris, de procurer au monde entier une expérience spirituelle d'ordre énergétique suffisamment bouleversante pour, je finis juste, pour ébranler les convictions de ceux qui actuellement ne veulent rien changer et qui ont tous les leviers de pouvoir entre leurs mains. Voilà, je voulais juste signaler que là, il y a une excellente occasion de faire du fact-checking et d'informer le public, parce que depuis le temps que ça existe, et vu la diffusion mondiale, c'est assez curieux. Mais j'ai l'impression qu'on a des fois parfois un peu peur que... Je me souviens de Jean-François Revel, c'est ma conclusion, qui disait que dans la sphère médiatique, un fait n'était ni réel ou irréel, un fait était désirable ou indésirable. Effectivement, il y a une bonne occasion de faire du fact-checking. Alors là, j'ai pas d'outils sous la main, mais voilà, j'engage tout le monde à fact-checker cette... proposition. Alors, une autre prise de parole peut-être. Ah, madame.
Et le temps que le micro arrive, je dis juste un mot là-dessus, pas sur le détail de ce que vous avez dit, j'y connais rien, j'ai pas d'avis, et j'ai même tendance, un peu insidieusement, à penser qu'il faudrait fact-checker vos propos avec un peu d'acuité. Mais je crois quand même que ce que vous avez dit en introduction, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes, et on a créé un système où quand vous parlez, moi j'ai beaucoup d'amis journalistes pour des raisons sociologiques de ma famille, quand vous parlez à un journaliste et que vous lui dites mais pourquoi c'est pas l'information essentielle alors qu'individuellement on conviendrait tous que c'est l'information essentielle. Oui, non mais je peux pas faire ça. C'est pas sérieux. Ça serait pas sérieux. Je peux pas ouvrir demain là-dessus. Je peux pas ouvrir mon journal là-dessus. Je peux pas faire ma une là-dessus. Ça ne serait pas sérieux. Nous avons construit un monde dans lequel les informations primordiales sont considérées comme non sérieuses. À partir de là, voilà le péché originel de l'information. Et c'est là qu'il faut commencer à travailler. Ouais, j'avais plusieurs aspects que je voulais aborder avec vous. C'est un peu en rebondissant là-dessus. La question aussi du travail journalistique, qu'on résume un peu au traitement de l'information et de l'actualité. Et je trouve qu'on a alors à la fois perdu, et en même temps on voit dans les médias qui survivent un peu mieux que d'autres, que c'est ceux qui ont aussi une prise de position potentiellement politique, qui apporte quelque chose. Parce qu'avoir seulement une couverture de l'actualité, c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle moins de choses qui sont plus des tendances systémiques, de la fin dans le monde, de choses comme ça, parce que ce n'est pas de l'actu. Les médias qui ne traitent que l'actu à chaud, déjà on court le temps à vérifier si c'est vrai ou pas vrai, il n'y a aucune ensuite analyse politique dessus, et pas forcément politique partisane. Mais je pense qu'on a perdu ça, et que les grands journaux avaient peut-être aussi cette tendance-là avant, et qu'aujourd'hui le politique est un peu devenu un gros mot. Quand on est politique, quand on a une analyse politique, voire un parti pris, c'est mal vu de la part de certains médias, et donc ils couraient un peu dans ce que vous disiez tout à l'heure, pour dire la vérité, je vais prendre l'avis de l'un, prendre l'avis de l'autre, donnez-vous ça, et puis ce sera la vérité. Il n'y a pas d'analyse. Donc non seulement éventuellement avec un parti pris politique, et puis avec le temps long, qui peut permettre aussi justement de faire des liens entre des événements qui peuvent paraître séparés les uns des autres. Et donc notamment par exemple dans le suivi des campagnes présidentielles, on a alors une analyse du programme économique, puis une analyse du programme écologique, mais on fait pas le lien entre les deux et les éventuelles incohérences, ou les incohérences avec les potentielles prises de position d'un politique dans ses fonctions antérieures. Ce travail d'enquête, d'analyse qui effectivement permet pas de sortir un article toutes les 2 heures, il pêche un peu, et c'est peut-être aussi pour ça que les gens vont se tourner vers des choses où ils savent très bien que c'est faux. Parce que dans les fake news, effectivement, dans la question des électeurs de Trump, je crois qu'il y en avait beaucoup qui savaient très bien que tout ce qu'on leur balançait était faux. Mais le problème, il n'était pas là, en fait. C'est l'histoire qu'on leur racontait qui correspondait à un idéal, à une promesse éventuellement. Et le politique n'est plus là-dedans. Il se positionne uniquement comme gestionnaire. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans d'important, dans le rôle, en tout cas, des médias, de redonner de l'importance à cette analyse politique, à éventuellement une analyse partisane, mais qui raconte quelque chose. Sur la question des chiffres aussi, ce que vous aviez dit, un chiffre il peut être vrai, mais il peut être une vision très partielle de la réalité. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait tendance dans des grands médias télévisuels à cette pseudo-objectivité, parce qu'on est d'une part dans la couverture en temps réel, et dans on donne des chiffres. Mais quand on parle, par exemple, souvent on prenait l'exemple de l'Allemagne, du taux de chômage très bas de l'Allemagne, est-ce qu'on regarde le taux de travailleurs pauvres? Est-ce qu'on regarde l'accroissement des inégalités sur les 10 dernières années? Donc on ne raconte pas du tout la même chose. Et cette tendance-là, effectivement, elle n'est pas tant la question de vérité ou post-vérité, mais d'analyse et d'une histoire à raconter. Et je pense que ces silos-là, du coup, se retrouvent aussi là-dedans. De séparer. Voilà, on a une info, le taux de chômage est sorti, pouf, on le regarde, on commente, et puis on fait pas le lien avec une vie économique plus globale ou d'autres tendances. Et du coup, pour faire le lien avec l'éducation statistique et aux chiffres, elle est quand même aussi assez importante, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui effectivement ne questionnent pas quand on sort un chiffre, d'où il vient, sur quelle base, est-ce qu'une moyenne versus une médiane, qu'est-ce qu'on raconte quand on parle de ça, et qu'il est important du coup, aussi au niveau de l'éducation à l'information, d'aller sur cette éducation statistique. Alors c'est peut-être pas très sexy, mais en fait c'est fondamental dans une ère de la data partout, où les gens n'ont en fait pas d'éducation du tout mathématique et statistique, que ce soit voilà, sur les périmètres ou les outils statistiques qu'on utilise. Du coup ça m'intéressait voilà, d'avoir
cette vision-là pour vous, est-ce que aussi ce glissement de certains médias vers une analyse purement de l'actu, il est purement économique? Est-ce que c'est juste parce que c'est une course à l'audience? Est-ce qu'il est politique parce qu'il se dépolitise ou parce qu'il se repolitise, mais sans le dire? Enfin, voilà, comment vous percevez cette tendance-là aussi on n'ose plus parler, prendre un discours politique? Parole aux intervenants. Moi, je veux bien répondre rapidement parce que sur la question des chiffres, tu veux y aller, Dina? Donc, oui, tout à fait d'accord. Rapidement, vraiment, parce que je n'ai pas l'intention de répondre à tout ça, et merci pour les deux interventions d'ailleurs, mais je pense que d'une part, c'était pas seulement une question d'analyse politique, mais d'analyse géopolitique, en fait. Parce que si on attend du politique qu'il continue à trouver des solutions avec des vieilles recettes nationales sur des problèmes qui sont clairement liés à des problèmes de mondialisation et qui se doublent en plus d'un problème de gestion des ressources à l'échelle de la planète et de problèmes de gestion des inégalités à l'échelle de la planète face à des acteurs qui sont bien des acteurs globaux. Et quand j'évoquais tout à l'heure la nécessité de se décentrer, c'était aussi pour aller regarder un petit peu ce qui peut se passer dans des pays où finalement toutes les intermédiaires de régulation n'ont pas forcément connu le même succès que dans notre belle Europe ou dans les États-Unis, parce que je trouve qu'on a tendance à bien souvent articuler le débat entre une opposition entre l'Europe et les États-Unis quand il s'agit du numérique. Et si on veut regarder ce qui se passe du côté de la Chine, si on veut regarder ce qui se passe du côté de l'Afrique, si on veut regarder ce qui se passe du côté de l'Amérique latine et du Brésil, et ces pays émergents sont le réservoir démographique de demain et le réservoir des ressources naturelles également. Donc la question en fait de l'anthropocène qui a été amenée, et grand merci, sur ce sujet, elle n'est pas totalement étrangère à la question du numérique en tant que vision du monde, en tant que vision politique et géopolitique du monde. Et je pense qu'on doit aussi commencer par réfléchir à ça et à en parler collectivement avec des expertises distinguées et complémentaires dont on a bien besoin. Un dernier point, c'est du militantisme, parce qu'il faut tous l'être. Il n'y a pas eu de consultation publique sur l'Internet qu'on veut. Les États, y compris les États-Unis, ne consultent pas sur une ressource critique aussi importante désormais que l'eau et l'air, qui est le numérique. C'est une totale confiscation. Quand on laisse faire, on est coupable. On est tous responsables de ça. Il faut absolument recréer des débats citoyens où on dit l'Internet qu'on veut. Parce que, au bout du compte, ceux qui payent pour cet Internet, c'est nous. On paye avec nos données, on paye avec le temps qu'on y passe, et c'est du temps non rémunéré, exploité, et sachez que de nos jours, on est à 11 heures jour devant les écrans, tous. Ça dépasse le sommeil. Donc, il y a une prise de conscience à faire, c'est l'éducation aux médias et à l'information qui peut la donner, et c'est sans doute en partie pour ça qu'elle n'est pas autorisée à passer à l'échelle. Mais là, il y a une vraie nécessité pour les citoyens de tous les pays de demander une consultation publique pour savoir où va Internet, où va le numérique. Il est encore temps de le stopper, pas le numérique en tant que tel. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça a amené un certain nombre d'augmentations de nos connaissances, etc., et de nos échanges. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut, le numérique d'après, c'est-à-dire un Internet des objets sans l'Internet des citoyens? Moi, je viens de faire passer une recommandation au Conseil de l'Europe qui s'appelle l'Internet des citoyens, et dedans, il y a l'éducation aux médias et à l'information. Ben oui. Comme pas du tout un truc transversal, un gadget qu'on met, mais comme quelque chose qui est un droit. Qui est-ce qui se bouge pour ça? Voilà. Donc là, il y a une vraie éducation, et l'échec de l'éducation, y compris de nos élites, c'est de ne pas prendre ça en compte. Et là-dedans, il y a toujours des gens qui y gagnent. Il faut se poser la question de qui est-ce qui gagne. Alors,
la remarque justement de cette personne, c'est-à-dire qu'effectivement il y a deux problèmes peut-être qui se posent dans la crise de confiance des médias actuels. C'est effectivement cette question de la hiérarchisation de l'information, ce que soulevait Aurélien. Je pense que là-dessus on est pas mal d'accord aussi pour dire à un moment donné il y a un problème de mise à l'agenda et d'ouverture du journal de 20h et même au-delà du journal de 20h, on va dire des masses médias ou des médias dominants. Et puis la question qu'elle soulevait, c'était il n'y a pas assez d'analyse finalement partisane ou de prise de position, de commentaires, d'éditos qui donnent un cap, et ça expliquerait aussi le désamour pour les médias, donc in fine peut-être l'attrait pour d'autres des moyens dire alternatifs d'information sur les réseaux sociaux ou autres. Ça, vous n'avez pas trop répondu là-dessus, vous avez justement une analyse. Je me tourne vers Divina, peut-être Nicolas. No. I think that's your question, sorry. Do you think the problem the media is there is not enough point of view, not enough commentary of editorialists. It's only breaking news, and just breaking news. I don't think so. For example, in Italy, it's not. We have more and more analysis and less news, less hard news, facts, and so on. This is historically one of the characteristics of the Italian journalism. It's made of opinion, of writing, and what is true is that social media are changing this. This was true before with TV and newspapers and so on. While social media are changing this because 6 out of 10 of us click on like or share a piece of information without reading it at all. This is a research from Columbia University. So for true, we have also more analysis, but we don't read this analysis. We don't go through. We don't make us this analysis, and so maybe I can share this. But yeah. Alors, ce que je dirais, c'est que ce que la crise actuelle montre, c'est qu'on a besoin des journalistes. On n'est pas là, avec cette économie de l'attention, on est tout le temps en train de devoir faire attention à tout. On n'a pas le temps, nous, de faire des enquêtes de profondeur. Hein. Et ce qu'on voit remonter quand même, hein, c'est un certain nombre de médias qui s'organisent entre eux de manière transversale selon les pays, hein, Wikileaks, etc., hein, Panama Leaks, etc., pour faire des études en profondeur. Et là, les données sont utiles. Hein. On peut repartir à 30 ans, on peut aller voir dans des endroits qui sont cachés, etc. Hein. Donc, ça donne des signes forts à des journalistes qui sont dans l'éthique. Alors, il faut aller les soutenir. Malheureusement, on a appris à faire ça gratuitement. Et l'idée que c'est une profession qu'il faut soutenir financièrement, elle n'est pas facile à faire acquérir au jeune public. Je crois que c'est une des urgences, et l'éducation aux médias d'ailleurs dit ça, hein, c'est que la gratuité a un coût, hein, et que donc il faut ensuite faire ses choix. Hein. Donc moi je crois que ce qui se passe, c'est que ça doit être un signal d'alarme en ce moment pour les médias pré-numériques, hein, ou les médias qui fonctionnent encore sur un ADN du 19e siècle, qui avait une hiérarchisation des nouvelles, telle que vous l'avez dite, hein, ce qui est près, plus important que ce qui est loin, donc un mort à côté, c'est beaucoup plus important que 70 000 morts dans les eaux du Gange, etc. Enfin bon, ça c'est une façon de voir le monde, un découpage territorial et géopolitique du monde complètement obsolète. Voilà. Et ça, il faut que les journalistes aient le courage, hein, de dire 2 secondes et de le faire entendre dans la rédaction, parce que c'est pareil, c'est comme pour les enseignants d'éducation média, il y en a plein dans le terrain. Il y a des journalistes partent tous avec un très fort sentiment citoyen, éthique. Et puis, paf, ils ont le plafond de verre, de l'argent, de qui possède les journaux et des intérêts cachés de ceux qui, et pas cachés d'ailleurs, les agendas pas cachés de ceux qui possèdent les journaux, et ils se retrouvent dans la capacité d'agir. Donc moi je dirais, il faut un mouvement qui soutienne les journalistes, leur indépendance, leur autonomie, leur curiosité, parce qu'on leur délègue la curiosité. C'est ça qui fait qu'ils sont importants dans nos sociétés. Hein. Donc moi, à mon avis, il ne faut pas qu'ils disparaissent, au contraire, mais il faut qu'il y ait aussi là aussi un mouvement citoyen disant on ne peut pas tout le temps être journaliste, que le truc qu'on nous dise qu'on est tout le temps journaliste, c'est faux. Oui, on peut cliquer et envoyer une photo, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein. Donc il faut absolument, hein,
redonner de la force et de la crédibilité à cette fonction, presque les aider malgré eux, je dirais, et les former à l'éducation aux médias et à l'info. Et n'ayons pas peur de l'engagement, parce que je crois que le fantasme de l'objectivité absolue qui a été mentionné tout à l'heure, en fait, voilà, qui ne vient pas de chez nous, mais peu importe, dont nous sommes aussi les héritiers, relève aussi de quelque chose qui est assez dangereux, parce que non seulement ce n'est peut-être pas souhaitable, et de toute façon ce n'est pas même bien défini et ce n'est pas atteignable. Et en réalité, je crois que l'engagement n'est dangereux que s'il ne se déclare pas en tant que tel. Moi, je me souviens parfaitement de mes cours de philosophie en terminale. Les options de ma professeure sont exactement opposées à celles que j'ai choisi par la suite. Mais ça n'a aucune importance, parce que je me suis construit précisément en opposition à son point de vue. Et je préfère un engagement militant futile dans un sens que par ailleurs je dénonce, qu'une sorte de froideur apostolique qui donne l'impression d'une vérité révélée, mais qui en réalité construit une forme de vérité qui relève souvent une répression de la pensée qui est beaucoup plus dangereuse qu'un militantisme assumé, avec parfois sa naïveté, mais c'est pas grave, c'est la pensée en marche, et c'est celle contre laquelle on peut à la fois se structurer ou avec laquelle on peut se déployer. Attention au terme en marche. Oui, mais je ne peux pas être soupçonné de ça. Je ne sais pas Cédric Villani, moi ça va. Le mot de la fin, peut-être, parce que là, je crois qu'on a dépassé déjà d'un quart d'heure et avant de se faire expulser par la force, on va rendre la salle. Oui, peut-être tu veux commencer ? Oui, alors pas rapidement, parce que en fait, je réagissais même à cette question du journalisme. C'est vraiment pas un domaine sur lequel moi j'ai pu travailler. C'est certain qu'on a beaucoup besoin de journalistes. C'est certain que, et plus que jamais, c'est certain que leur modèle est complètement obsolète sur tous les plans. Moi, j'aurais envie de dire, le modèle du journalisme, il s'est fondé aussi sur une économie de la voix VOIX et du non-partage de ses sources et de ses infos. Or, on voit bien qu'avec le numérique, précisément, tout ce qui a pu fonctionner, je peux parler de ce que je connais, donc les mouvements Open Science, par exemple, où précisément, l'idée, c'est qu'on construit de la richesse grâce aux plateformes, et donc on se sert précisément de cette puissance d'échelle du numérique pour co-construire ou au contraire, alors ça fabrique du médiocre comme ça peut fabriquer parfois des solutions ou des productions tout à fait intéressantes. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans. Pourquoi est-ce que les journalistes finalement partagent si peu en fait entre eux, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de solidarité entre eux au sein même du métier de journaliste sur ce sujet de comment est-ce qu'on s'empare de ces outils. Voilà. Et alors après, juste pour le mot de la fin rapidement, moi j'ai lancé quelque chose autour de l'Afrique et du numérique parce que je crois précisément que on ne traitera pas des problèmes nouveaux avec des solutions anciennes, et quand bien même je pense vraiment, je crois, et je suis très matérialiste de ce point de vue-là, je crois dans le poids de l'histoire. Et il faut dire quelque chose, c'est que cette vision qu'on a aujourd'hui du numérique, tout comme cette vision qu'on a de notre modèle de welfare, qui est très occidental en fait, c'est-à-dire qui est né à un moment donné avec un modèle de production scientifique qui est celui du laboratoire, qui est évidemment, on l'a rappelé rapidement tout à l'heure, mais lié aussi à une histoire géopolitique et militaire de nos pays. Hein. On voit bien que la Californie et le formidable développement du numérique aux États-Unis, il a été lié à ça. Donc si on va voir du côté des mouvements un petit peu plus qu'on appellerait de science frugale, d'innovation frugale, qui signifie donc de faire mieux avec moins, précisément, et donc avec une articulation de savoirs qu'on pourrait qualifier de primitifs, ou en tout cas de savoirs ancestraux, avec la puissance de frappe et de passage à l'échelle du numérique, je pense qu'on tient là aussi peut-être quelque chose qui nous permet de sortir de l'asphyxie et du vis-à-vis dans lequel on est souvent coincé quand on s'intéresse aux questions de vérité ou de post-vérité. Voilà. Très vite, ça, en trois phrases. Alors, en trois phrases, moi je pense que oui, faisons du fact-checking. Le mensonge est une gangrène, donc il faut le traquer et l'éradiquer. Mais ne faisons pas à la vérité l'offense de faire semblant de savoir ce qu'elle est, parce que les faits sont toujours des choses complexes. La Terre tourne autour du Soleil, mais dans un autre référentiel, le Soleil tourne autour de la Terre. L'univers est en expansion, mais dans un autre système de coordonnées. Là, je parle de mon domaine, l'univers est statique. Donc bien sûr, il ne faut pas dire n'importe quoi. La vérité doit être une obsession. Mais cette obsession doit aussi prendre la forme de la subtilité et de la nuance. Eh bien, un petit mot ? Oui. Allez, juste un petit mot. Dans l'économie, j'ai dit que les médias avaient une urgence à se transformer parce qu'ils étaient dans l'obsolescence, l'éducation aussi.
Il est urgent que l'école se transforme dans ses pratiques, dans ses projets, dans son approche par projet qui est encore très très mal mise en place. Les littératies du 19e siècle ne répondent ni à la citoyenneté du 20e, ni aux emplois du 21e. Et donc, il est urgent de changer les littératies. Moi, je parle de translittératie, je parle de savoir devenir, la capacité à se projeter en utilisant les affordances du numérique. C'est absolument urgent que nous passions à une transformation là aussi. Ce n'est pas nécessairement violent si on l'accompagne bien. On a les moyens en Europe, contrairement peut-être à l'Afrique et à d'autres pays, de passer par une transition relativement douce, mais si on ne la fait pas, elle deviendra violente. Et il faut donc s'y mettre, tous, en marche. J'assume. Merci beaucoup. Juste pour vous dire aussi que vous pouvez retrouver les livres, les ouvrages de certains des intervenants ici cet après-midi à la librairie qui est sous l'escalier, enfin sous la tribune au fond. Elle va passer vendredi, ne vous inquiétez pas. Et notamment Aurélien Barraud qui propose de dédicacer ses ouvrages, je crois. C'est vous qui proposez. Ah bon, c'est bon, on m'a dit ça. Mais non, en fait, il va s'y coller quand même. Vous pourrez le rencontrer aussi. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, c'était sportif. On a des